Bonjour et bienvenue dans cette rétrospective de septembre, un mois marqué à la fois par les mobilisations sociales mais aussi les mauvaises conditions météorologiques. Et oui, premier temps fort d'abord, les manifestations du mouvement Bloquons tout à Marseille, Aix ou encore Martigues. Les militants ont mené des actions coup de poing dès l'aube, mais septembre a aussi été marqué par de fortes pluies. Le mois s'est achevé par de grosses inondations. À Martigues par exemple, l'hôpital a été touché et à l'Estac, déjà victime des incendies de cet été, habitants et commerces ont dû faire face à une double peine. Et enfin, rappelez-vous, les pluies diluviennes avaient décalé la rentrée scolaire. Justement, on y revient. Alors écoutez, je viens de l'apprendre là à l'instant, donc je suis un peu en état de choc, surtout que je suis triplement concernée. J'ai 2 enfants qui rentrent en maternelle en grande section et une grande en CM2. Je suis moi-même enseignante au collège. Disons que mon organisation a été faite, je devais travailler le matin, j'avais tout prévu. Et donc là, je ne sais pas comment ça va s'organiser. J'avoue que je suis dans l'incertitude totale. En plus, être prévenue un dimanche pour un lundi, c'est assez particulier. J'avais posé demain pour les emmener à l'école. Moi, je poserai mardi pour les emmener à l'école maintenant. C'est pas... Et vos enfants, comment ils ont pris la nouvelle? C'est trop bien. Pourquoi vous êtes contente? Parce que comme ça, on a plus de temps à la maison et ça fait un jour de moins en école. Ils sont très contents parce qu'ils sont en garde partagée. Donc du coup, là, ils rentrent à peine à la maison avec moi. Du coup, ça leur fait une petite journée en rab avec maman. 8h20, tout pile, et voilà que ces petits écoliers prennent la direction de leur tout nouvel établissement, aussi et surtout pour retrouver tous les copains. Vous avez pas l'air content de vous retrouver, vous, hein? Si. Mais pas trop vu pour travailler. Oh là 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 là. Vous êtes venus pourquoi? S'amuser. Nouvelle cour, nouvelle classe, les parents apprécient eux aussi cette toute nouvelle école. C'est vrai que ça change de l'ancienne, une cour plus grande. Il y a aussi de nouvelles structures sur la récréation. Les enfants ils sont contents de faire cette nouvelle rentrée avec cette nouvelle école. Il faut dire qu'à Miramas, l'éducation occupe un poste très important pour le maire Frédéric Vigourou. La première, l'éducation qui fait longtemps. C'est le premier budget, c'est 35% du budget de la ville. Et il y a quasi-totalité des investissements qu'ils faisaient. Il y a d'autres projets concernant les rénovations d'écoles? Oui, il y a l'école Van Gogh, il y a Saint-Genot, il y en a plein de projets. Maintenant, il faut qu'on fasse attention parce que il y a de moins en moins d'argent public. Hein. Donc, on va le faire, on va l'étaler dans le temps. Des retrouvailles avec les petits camarades et une école toute neuve. Voilà de quoi bien commencer l'année scolaire. La carte étudiante? C'est bon, le repas, il va faire par amoureux. Bon appétit. Le passage à la caisse se fait avec le sourire. Pour beaucoup d'étudiants, c'est la bonne nouvelle de la journée. Ça fait plaisir, hein. C'est plutôt cool. Ici, c'est pas cher. Franchement, donc tous les métiers ici, ça va. Pas trop compliqué. Et puis, on n'est pas trop difficile. Ça réduit quand même les dépenses. Qu'est-ce que c'est les dépenses d'un étudiant aujourd'hui? Pour la restauration, tout ça. Également le transport. Pour ceux qui sont à une distance vraiment importante de l'établissement. Et avoir du repas gratuit, c'est vraiment une aide efficace. Pour les boursiers, le repas coûte 1 €, 3,30 € pour les autres étudiants. Mais face à des jeunes de plus en plus précaires, les opérations de gratuité deviennent indispensables. Aurélie Biancarelli, adjointe au maire, déléguée à la vie étudiante. Les 2 premiers postes sacrifiés par un étudiant ou une étudiante en situation de précarité, c'est la santé et l'alimentation. C'est pour ça qu'il y a ces repas offerts. Là, c'est la semaine d'accueil. Tous les mardis, à partir du 7 octobre et jusqu'au 16 décembre, les repas seront offerts aux rues Canebière le soir. Et puis, il y aura différents moments également au cours de l'année où on viendra remettre encore un petit coup de pouce à celles et ceux qui en ont besoin. Selon le baromètre 2025 du syndicat Lafage, 20% des étudiants ne mangent pas à leur faim en France. 4 heures de route par jour d'Aix-en-Provence à la Tour d'Aigle dans le Vaucluse, c'est ce que fait Férouz Mkamé pour emmener dans un institut médico-éducatif son fils de 12 ans, Shedi, atteint d'une maladie génétique rare qui l'empêche d'être autonome. Il a plusieurs handicaps. Premièrement, le trouble autistique sévère, trouble de langage, trouble de communication, trouble du comportement sévère.
Il n'est pas autonome, il dort pas la nuit, il dort juste avec la mélatonine et il est hyper actif. Faute de place en IME dans les Bouches-du-Rhône, sa mère a pu trouver une solution temporaire en le plaçant dans l'établissement de la Bourguette dans le Vaucluse. En 2020, Shadi, il était à l'hôpital de jour et ils m'ont suggéré d'aller à l'IME La Bourguette, qui est à la Tour d'Aigle, au Vaucluse. Ils m'ont dit, parce que Shadi, il n'aura jamais une place dans une IME dans le secteur. Et la Bourguette, je ne vais pas les remercier assez parce que déjà, ils l'ont pris, il est hors secteur, ils l'ont pris, en attendant d'avoir une place dans le secteur. Mais la situation n'est plus vivable pour la mère qui essuie refus sur refus dans les instituts proches de chez elle par manque de place. Je m'estime heureuse d'avoir une IME parce que je connais des familles qui n'ont rien. Les enfants, ils sont avec eux H24, 7 jours sur 7. Mais j'ai le droit d'avoir une IME à côté de chez moi. Et en plus de ça, j'ai pas de transport. Ça me bloque parce que je dois le déposer là-bas à 9h. Je dois retourner, je rentre à 10h. C'est qui l'employeur qui va accepter les horaires que je fais, moi? Une situation qui ne s'arrange pas dans les Bouches-du-Rhône. Selon la FCPE 13, le nombre d'enfants en liste d'attente d'IME grandit dans le département. En à peine 18 mois, des travaux colossaux ont permis de rendre son lustre d'antan au château et d'équiper ses 1000 mètres carrés sur 3 niveaux de tout le confort moderne. Salle de restauration, salon, dortoir et chambre avec lit médicalisé, mais sans l'ambiance de l'hôpital, comme le précise la pédiatre oncologue Blandine Valentin. C'est souvent le premier truc qu'ils disent en passant les portes, c'est « Ah ouais, ici c'est pas l'hôpital ». Et puis non, c'est de l'émerveillement d'être là et de passer une journée en profitant de l'extérieur, de l'intérieur, des choses qu'ils font pas forcément à la maison où ils sont assez isolés et assez renfermés sur eux-mêmes. Et puis ça leur permet d'être en contact aussi avec des enfants qui sont dans la même situation qu'eux. Ici, ils sont logés, ils sont nourris et en plus, ils ont bien sûr accès à toutes les activités. Des activités centrées sur la nature dans le magnifique parc de 5 hectares, une dimension essentielle pour Frédéric Soto, le fondateur de l'association Sourire à la vie. Ici, ils sont déconnectés, ils posent leur téléphone. Comme vous avez vu, il y a peu de télé, ou pour pas dire pas, il n'y a pas de jeux vidéo. On est dehors toute la journée, on est au contact des arbres, de la nature, des animaux, des écureuils qui passent, des renards. Pour nous, c'est vraiment une des valeurs essentielles du projet de l'association. Les enfants, ils sont heureux dans la nature. En rémission de cancer, Marion, 21 ans, et Victor, 20 ans, trouvent ce lieu magique. L'endroit est resplendissant, on peut faire du sport. C'est vraiment de penser à autre chose et ça nous laisse beaucoup de possibilités pour des activités, donc c'est génial. Voilà, on pousse une porte, on trouve des chambres décorées, très joyeuses, très chaleureuses, et c'est vrai que c'est un lieu pour accueillir les enfants qui est exceptionnel, quoi. C'est magique. 180 arbres ont été plantés en mémoire des enfants disparus. En avril 2024, Bruno, 37 ans, intègre l'IPC pour traiter un cancer. 1 an et demi plus tard, en phase de rémission, il salue autant la qualité des soins que celle des soignants. C'est comme vous dites, quand on vient ici, on ne vient pas pour des raisons joyeuses, c'est pour des raisons très sérieuses. Et c'est vrai qu'on retrouve, dès qu'on arrive, un environnement... alors c'est un peu contradictoire, mais hyper joyeux. On est hyper bien encadré, tout le personnel a toujours le sourire. Ils nous mettent vraiment dans les meilleures dispositions et c'est quelque chose moi, qui m'a beaucoup marqué. C'est vrai que notre maladie, c'est nous, hein, c'est très personnel, mais de pouvoir être aussi bien accompagné dans un environnement ici qui est quand même exceptionnel, ça permet de passer mieux ce moment-là, on va dire. Le sourire, un point commun que partagent Delphine, aide-soignante, et Justine, infirmière. Leur bonne humeur apparaît comme le complément indispensable au traitement médical et les deux soignantes connaissent l'importance de ce petit plus auprès des patients. On n'est pas formé pour avoir ce sourire auprès des patients. Et puis, c'est ce qui nous donne, c'est que leur donner un peu de baume au cœur aux patients et de pouvoir qu'ils viennent plus rassurés, plus décontractés face à cette maladie qui est pas facile pour eux. Et c'est vrai que nous, on l'affrontera avec eux sans problème. Des fois, on est vraiment triste pour certaines personnes et ça reste un petit peu. D'autres fois, on est content d'avoir accompli tout ça et de les avoir aidés dans leur prise en charge. On aide beaucoup les gens dans leur vie et que sans nous ils n'auraient pas le sourire et puis voilà c'est surtout leur redonner confiance en eux.
Comme elle, chaque jour, près de 2000 personnes, 300 médecins et 450 chercheurs se consacrent à la recherche et aux soins des patients. Grâce à eux, l'IPC est aujourd'hui une véritable institution reconnue internationalement. En région PACA, on est sur environ 130 cas de personnes malades, donc de maladies transmises par les moustiques. Et donc dans les Bouches-du-Rhône, on est principalement entre Vitrolles et Savon de Provence à plus d'une 50aine de cas autochtones de chikungunya. La maladie, elle n'est pas arrivée par les moustiques. Il faut savoir que c'est d'abord le moustique qui est arrivé en France métropolitaine, qui s'est étendu et répandu sur tout l'ensemble du territoire. Après, par contre, le virus, lui, il est amené par des personnes qui voyagent et qui ramènent le virus à différents endroits. Ce virus, ensuite, le moustique le récupère en piquant des personnes malades. Et ainsi de suite, la chaîne de transmission se fait en allant piquer d'autres personnes. Ce virus est retransmis ensuite à d'autres personnes. Le moustique tigre, c'est de avril jusqu'à fin novembre. Et ça ne devrait pas, on veut dire, pas aller en s'arrangeant. Hein. On voit que sa période d'activité ne fait qu'augmenter. On pourrait avoir des moustiques toute l'année à terme? À terme, oui, c'est possible. On n'en est pas encore là. « 31-14, bonjour. En moyenne, 50 appels par jour sont reçus ici. Un dialogue avec un professionnel de santé attentif et bienveillant permet de ne pas rester isolé, ce qui est très important pour Jean-Marc Henry, psychiatre et responsable du Centre régional de prévention du suicide. Le suicide reste un tabou. Culturellement, les hommes ont moins tendance à demander de l'aide. Ils sont 3 fois plus exposés au suicide. Des études sérieuses montrent que quand on est isolé, on a 5 fois plus de chances de mourir par suicide. Donc cette question de l'isolement est une question importante. C'est vrai que le 31-14 est aussi un moyen de lutter contre les inégalités territoriales de santé, puisque c'est accessible 24 heures sur 24 de l'ensemble du territoire national. Si le taux de suicide augmente avec l'âge, ces dernières années ont vu les tentatives se multiplier chez les jeunes. Le pédopsychiatre David Soffer, directeur de l'association Suicide et Mal-être de l'adolescent, l'AMSA, incite lui aussi à parler. Quand on est à l'école, au collège, au lycée, il ne faut pas hésiter à aller voir l'infirmière scolaire, par exemple. Elle est là pour ça aussi. Elle n'est pas là que pour donner un médicament quand on a mal au ventre. Elle est aussi là pour écouter une parole de souffrance, pour écouter un adolescent qui dit « Madame, j'en ai marre, je crois que j'ai envie de mourir ». Tous âges confondus, on dénombre entre 4000 et 5000 tentatives de suicide par an dans notre département. Et la gorge, elle va bien, hein, t'as rien à la gorge. Ce matin, Ségolène et son petit garçon se sont rendus sur la place de l'Hôtel de Ville pour une consultation médicale. Le bus de la protection maternelle et infantile s'y est égaré pour la matinée. À son bord, tout le confort d'un véritable cabinet médical, de quoi rassurer la maman. C'est vrai que on a trouvé vraiment quelque chose d'assez déjà accueillant, qui nous a vraiment compris dans ce qu'on recherchait par rapport à mon fils. Vraiment, j'ai trouvé ça très professionnel, très accueillant, ils nous ont donné confiance, donc je pense qu'on reviendra sans problème. En quelques jours, cette maman a donc pu prendre rendez-vous. D'habitude, elle doit attendre plusieurs semaines et passer par plusieurs médecins avant de voir un pédiatre. Une situation très compliquée qui tend à se généraliser. Le docteur Isabelle Aubanel, chef de service de la PMI. Non, on se rend compte que l'accès à la santé est compliqué et donc là, c'était vraiment un dispositif d'aller vers pour se rendre au plus près des personnes qui ont besoin de consulter et qui ne sont pas forcément prises en charge près de chez eux. Donc là, c'est la proximité qui prime et on a fait en sorte de pouvoir faire passer le bus dans plusieurs municipalités pour pouvoir justement offrir ça aux usagers de ces secteurs. Les dates et les lieux pour trouver ce bus sont à retrouver sur le site du département des Bouches-du-Rhône. Seul hôpital a assuré des opérations dans toutes les spécialités 24 heures sur 24 autour de l'étang de Berre. Celui de Martigues traîne un sérieux handicap, des infrastructures à bout de souffle. Laure Privat est secrétaire générale CGT à l'hôpital de Martigues.
L'hôpital n'est pas en capacité d'accueillir la population actuelle. On le voit bien, hein, on l'a vu cet été, avec des chambres à 38 degrés, parce qu'il n'y a pas de climatisation, parce que l'air conditionné ne fonctionne pas. Il y a quelques semaines, les inondations aux urgences, en réa, au bloc opératoire, et dans les services aussi. Mais il faut aussi agrandir les services, parce que où iront ces patients aux urgences si les services sont pleins ? Un espoir pointe à l'horizon. Le mois prochain, un projet ambitieux sera présenté à l'ARS, promettant une réorganisation en profondeur sans creuser davantage la dette. Loïc Mondoloni, directeur du centre hospitalier de Martigues. L'objectif de ce projet, c'est de répondre à 2 enjeux principaux pour l'établissement. Le premier, c'est celui d'agrandir nos urgences. Aujourd'hui, nous avons des urgences qui sont dimensionnées pour accueillir à peu près 35 000 passages par an. Nous en accueillons en réalité 52 000. Et le deuxième point, c'est celui de la réhabilitation de notre bloc opératoire, puisque nous avons aujourd'hui 6 salles de bloc opératoire, et nous envisageons plutôt de partir sur un projet comprenant 8 à 10 salles, avec une modernisation des installations telles qu'elles sont nécessaires dans un hôpital qui a 50 ans d'âge. En 2021, plus de 28 millions d'euros ont été débloqués pour l'hôpital lors du Ségur de la santé, un coup de pouce pour boucler le budget de ses prochains travaux. Aujourd'hui, vous pouvez nous soutenir en faisant la grève du zèle au travail, en évitant d'utiliser la carte bleue et en évitant de consommer. Et ça nous soutiendra. Des consignes et des tracts sont donc distribués à tous les automobilistes présents sur cet axe ce matin et le message est plutôt bien accueilli. Je le comprends. À un moment donné, il y en a marre. Moi, personnellement, j'ai une entreprise. À un moment donné, il faut arrêter. 75% de ce qu'on gagne, c'est pas pour nous. Donc à un moment donné, c'est trop. On en a marre de Macron, il nous a tués, on n'en peut plus. Et là maintenant, il va nous faire la guerre, il va rester encore au pouvoir. Et après, ça nous parle de démocratie. Je sais qu'il faut faire quelque chose, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est vrai, ça c'est vrai. Même si l'ambiance est bon enfant et respectueuse des usagers de la route, les manifestants sont déterminés à faire vivre ce mouvement. On est motivés et déterminés depuis ce matin. Donc on est là depuis 6 heures et partout dans le département, il y a des points de blocage, des points de filtrage avec des automobilistes, des citoyens qui sont très réceptifs à nos revendications. Donc je pense que le mouvement va prendre l'ampleur dans les jours à venir. On est là pour refuser les politiques d'austérité qu'on nous inflige et que les citoyens et citoyennes subissent depuis des années, des mois, et qui sont accentuées, qui s'aggravent et qui ne vont pas s'arranger du tout avec la nomination du nouveau Premier ministre. Toute la question désormais est de savoir si cette mobilisation va s'inscrire dans la durée. Un ressenti général de non-sens dans les décisions politiques de notre gouvernement, de nos gouvernements successifs, un non-sens d'un point de vue éthique, économique, social. Je crois parler pour beaucoup de gens de mon âge quand je dis que je suis terrifié du futur de notre planète, des ressources qui nous restent. Et encore une fois, tout ça pour des raisons économiques, les lobbies industriels qui ont du pouvoir en politique. Je compte pas rester dans ce pays-là en fait, ça me convient pas pour l'instant. Mais j'aimerais que les gens qui n'ont pas le pouvoir, l'argent, la force de partir puissent rester ici et juste vivre dans un monde équitable au moins. Et voilà. On est d'abord là pour vous, pas contre vous. Retenez une date, le 18 septembre, tous dans la rue. On perd tous une seule journée de salaire, mais on y est tous et on leur montre qu'on n'est pas une minorité. On y croit. Oui, c'est pénible. Oui, c'est chiant. Mais qu'on a besoin d'être vu. On a besoin d'avoir une mobilisation. On a besoin d'être nombreux. C'est pas vrai qu'il n'y a pas d'argent. L'argent, il y est. On le sait. La fraude fiscale, les niches fiscales, l'argent, il y est. Donc, il faut aller prendre le pognon dans la poche de ceux qui en ont. Il faut arrêter de le prendre dans notre poche à nous. Nous, on n'en a plus. Il faut changer de modèle. Il faut passer à une autre république. Il faut arrêter de croire qu'il y a un homme qui peut tout changer. Il faut penser autrement. Faut tout repenser. Il faut repenser tout le système de la base. Surtout qu'on passe les messages avant les prochaines élections. Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est la montée des extrémismes, c'est la montée du racisme, c'est le nationalisme. Ouais, je veux pas ça. Est-ce que le Premier ministre dit, bon, on a exagéré, il ne fallait pas vous imposer de force la retraite à 64 ans comme on l'a fait. Quelqu'un propose un compromis? Non, rien. Il ne propose rien, sinon
que d'agiter diverses marionnettes qui viennent ensuite nous dire « Alors, on ne peut pas se parler dans ce pays, ah ça pour parler, tout le monde est là. » Mais pour faire quelque chose, c'est une autre paire de manches. Donc nous faisons quelque chose, nous organisons le départ de M. Macron. Nous le faisons avec méthode et autant d'efficacité que possible. Et je trouve que finalement, une chose dans l'autre, les choses s'engagent bien. Il n'est pas loin de la porte de sortie. Dès 7h sur ce rond-point stratégique, ils étaient une quinzaine, tracts à la main pour sensibiliser les automobilistes à la grande journée de jeudi. Même si certains ne pourront pas rejoindre le cortège, ils soutiennent le mouvement. La situation se dégrade depuis des années, donc il n'y a rien de nouveau. Maintenant, est-ce que de tout bloquer, tout arrêter, c'est une solution pour nous? Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas, non. Pour quelle raison? Parce qu'il faut que je travaille. Mais vous soutenez quand même ces Bien sûr, tout à fait. Contre la casse sociale, l'unité des travailleurs. Voilà ce que l'on pouvait lire sur le tract distribué. La CGT qui a à cœur de faire de cette journée de mobilisation une réussite. Daniel Bretonnès, secrétaire général de la CGT Martigues. Le mot d'ordre, c'est tous ensemble en grève et en manifestation le 18. Et la suite, on continue après le 18. Et puis je pense qu'il y a un ras-le-bol général, on est au, je sais plus, 4e ou 5e Premier ministre, ça avance pas, les lois c'est de pire en pire, les gens ils sont attaqués de partout, alors on n'a plus les jours fériés, mais la sécu, l'école, la santé, beaucoup de gens nous parlent des problèmes de santé, les problèmes qu'ils ont avec l'hôpital, les problèmes pour se soigner, on est arrivé à saturation je pense. Et sur les 1000 tracts tendus ce matin, seules 2 personnes les ont refusés. À Martigues, il n'y a plus rien. Tout est fermé, il n'y a plus de presse, il n'y a plus rien. Alors je ne sais pas, il va être obligé d'aller à Port-de-Bouc à Carrefour. Les rideaux sont baissés, les allées sont désertes, la galerie d'Auchan-Martigues se meurt et ceux qui y croyaient encore crient à l'abandon. La dernière fermeture en date, celle du hall de la presse. Ça, c'est un point de passage important, parce que les gens y viennent. Il y a tous les jeux, le PMU, les lotos, etc. Donc ça faisait passer du monde. Après, si vous avez un marchand de téléphone qui va s'installer un de plus, c'est pas ça qui va faire la vie de la galerie. Hein. Alors c'est une galerie que je fréquente depuis longtemps, mais malheureusement c'est une galerie qui aujourd'hui se meurt un peu. On a de moins en moins de commerce. Il y a un Auchan-Listre aussi qui s'est ouvert. Hein. La galerie est très agréable. Ici, c'est moins bien. Face à cette situation chaotique, un collectif de commerçants a décidé de passer à l'action. Leur cible, le bailleur qu'ils accusent de maintenir des loyers trop élevés malgré la chute de la fréquentation. Une action en justice a été engagée, accompagnée d'un gel des loyers. Pierre Lille est gérant des salons de coiffure de la galerie. Les procédures continuent et ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que les bails précaires qui se font signer aux commerces qui sont fermés, quand il est loué en bail précaire, il est loué 2 ou 3 fois moins cher que ce qu'on paye nous en loyer et nous, ils veulent pas nous baisser les loyers. Donc, en fait, c'est le juge des fonds qui décidera s'il y a droit, on a droit à une baisse ou pas. Et puis voilà, on attend. Et dans l'attente de ça, on est toujours dans l'angoisse, quoi. Le constat est amer, l'attente insoutenable. Les commerçants demandent une réaction immédiate avant la fermeture de trop. La fermeture du bureau de poste de Martigues-Ferrières n'est plus à l'ordre du jour. Une première victoire pour le comité de vigilance postale qui se bat depuis 2024 contre une potentielle fermeture du bureau de poste de Ferrières. Mais si le comité se dit fier de ce résultat, la vigilance est encore de mise pour Francis Fournier, président de ce collectif. On n'arrêtera pas la mobilisation parce que la Poste ne nous a pas dit clairement qu'elle avait renoncé à ce projet. On est fiers de ce qu'on a fait parce que sans nous, je pense que la Poste aurait décidé de fermer définitivement. Mais on continue à rester mobilisés. Qu'est-ce qui vous fait que vous vous méfiez encore? C'est un manque de confiance dans le message qui a été envoyé par la Poste? Écoutez, nous d'abord, on a lu une publication que le député de Martigues a faite en disant que la Poste lui avait confirmé la fermeture du bureau. Donc là. Et puis de savoir que ce n'est qu'un répit. La Poste a toujours décidé de fermer des bureaux et je pense que la situation nationale, politique, fait que la Poste a mis ce dossier un peu sous le coude. Donc le 27 septembre, nous appelons tous les citoyens de Martigues qui tiennent au service postal de se rassembler devant ce bureau de Ferrières pour dire qu'on reste mobilisés et qu'on ne lâchera rien.
Contacté à ce sujet, la Poste déclare qu'il n'y a eu seulement que des concertations avec les collectivités, notamment la ville de Martigues, concernant une potentielle fermeture du bureau de poste de Ferrières. Depuis plusieurs mois, les habitants de Notre-Dame-des-Marins étaient privés de courrier. Lettres de la CAF, avis d'imposition, convocation médicale et factures, tout était bloqué. La cause de cet arrêt, l'agression d'un facteur en pleine tournée dans ce quartier populaire de Martigues. Ça fait quelques mois et c'est très handicapant. Très handicapant pour les personnes âgées, les personnes qui sont malades ou des personnes comme moi qui travaillent à pas d'heure et qui ne peuvent pas se rendre à la poste. Donc obligés d'appeler les structures pour pouvoir nous faire envoyer les courriers ou à la banque ou par mail, et voilà. Mais c'est aberrant. Aujourd'hui, 2 nouvelles factrices prennent le relais. Parmi elles, une ancienne médiatrice bien connue du quartier, désormais formée à la distribution au centre de tri de Rognac. Une figure familière qui connaît parfaitement le terrain et les habitants. Ça me plaît tant que le lettre est dans le bâtiment. Parce que c'est galère quand on va aller là à la poste pour récupérer le lettre, c'est trop. Franchement, merci beaucoup, merci. Les factrices ne seront pas accompagnées par la police, contrairement à ce qui avait été évoqué, mais la tâche s'annonce colossale. 2 mois de courrier en retard les attendent. Pas assez d'inspecteurs et donc pas assez de dates pour tous les élèves. Un coefficient permet d'attribuer les places à chaque auto-école et tous les mois, c'est la course. Les places d'examen sont souvent distribuées à une heure précise, à un jour précis. Donc il faut être très très rapide pour essayer de les choper. C'est comme un peu comme les Pokémon, hein. Quand on en attrape un, il faut pas le lâcher. Donc ça pose effectivement un vrai problème, ce coefficient qui est quelquefois revu à la hausse ou à la baisse en fonction de la variabilité sur pas mal de critères. Et les élèves ont intérêt à obtenir leur permis dès le premier passage, sinon il faudra être très patient. Maintenant, celui qui échoue, il est tout à fait au courant qu'il y aura 8 à 10 mois d'attente avant de pouvoir repasser l'examen. Moi, j'ai des élèves qui m'ont déjà posé la question pour savoir si éventuellement, s'ils allaient dans le 04, si ça posait pas de problème. Quand on habite le 13 et qu'on doit aller dans le 04 pour prendre les cours de conduite, donc ça fait déjà un peu loin et ça commence à chiffrer aussi. Ah ben oui, je le comprends parfaitement. D'ailleurs, on explique aux élèves que ceux qui ont des difficultés, qui ont des obligations importantes, notamment de réussite au permis de conduire, on leur demande effectivement de voir éventuellement dans d'autres établissements, mais c'est vrai que sur le 13, ça devient très très compliqué. En plus du manque d'inspecteurs, les auto-écoles ont aussi des difficultés à recruter de nouveaux moniteurs, des métiers qui manquent d'attractivité. Qu'ils en sortent ou qu'ils montent dans le train, les usagers réguliers de la ligne TER Marseille-Toulon-Nice, interrogés ce jour-là, semblent apprécier la nouvelle offre ferroviaire mise en place depuis cet été. Les trains sont beaucoup plus propres, il y a du Wi-Fi, ce qu'on n'avait pas auparavant. Et la régularité ? Je crois qu'il y a un train toutes les 50 minutes, il me semble. Et ils sont généralement assez à l'heure. Sur les 2 fois que j'ai pris le train, j'ai eu un petit retard 10 minutes, mais c'était à cause des sangliers, donc pas vraiment blaguer la compagnie, quoi. Très confortable, spacieux, propre, pas un bruit, et voilà. Très bien, bravo. Et la ponctualité ? 5 minutes, je crois. Voilà. Mais le train, c'était très agréable, voyage très agréable. Il y a des prises et l'intérieur est en meilleur état. Donc le confort est meilleur ? Oui, voilà. Et la ponctualité ? Là c'était à l'heure. Toujours à l'heure, juste des fois des problèmes dans le voyage, mais toujours à l'heure. Mais selon le secrétaire général du syndicat CGT cheminots de la région, François Tégédor, faire circuler 2 fois plus de trains pose des problèmes. On a augmenté le nombre de circulations sur une ligne qui était saturée déjà, et donc on est venu rajouter des circulations, donc forcément on se retrouve avec les mêmes taux d'irrégularité que nous avions à l'époque et le même taux de suppression sur une ligne qui est extrêmement complexe. Et donc c'est le fait de saturer ce réseau qui n'a pas été modernisé pour l'instant qui conduit à cette situation. Vice-président de la région en charge des transports, Jean-Pierre Cérus insiste sur l'amélioration des performances sur cette ligne. Il y a eu 1500 trains qui ont circulé, on a eu moins de 0,25% de trains annulés du fait de l'opérateur. Quand je vous dis qu'il y a eu 735 000 personnes qui ont pris le train, il y en a de l'ordre de 3% qui sont arrivés en retard du fait de l'opérateur. Mais il faut aussi prendre en compte que les 97% qui sont arrivés à l'heure
qui ont voyagé dans un espace climatisé, qui ont pu utiliser leur Wi-Fi et qui disent c'est mieux. Si vous avez la possibilité, laissez votre voiture, prenez le train. D'autres lignes ferroviaires devraient bientôt être ouvertes à la concurrence par la région Sud, comme celle des Alpes. Dans la gendarmerie de Carie, Jean-Yves Curcy, le patron de la compagnie départementale d'Istres, présente avec fierté ces chiffres du mois de juillet. Sur l'ensemble de la Côte Bleue, la délinquance a considérablement chuté par rapport à 2024. Les atteintes aux biens sont en diminution de 33%, les vols liés aux véhicules notamment de 50%. Ça se voit également sur la qualité et le nombre d'interventions, on a une baisse également de 20%. Des résultats qualifiés de spectaculaires par la préfète déléguée au préfet de police. Corinne Simon se félicite d'une stratégie qui fonctionne. C'est le fruit d'un travail collectif, c'est le fruit d'une volonté à la fois de travailler entre l'État et les collectivités territoriales. Et on s'aperçoit que quand tout le monde travaille ensemble et quand tout le monde partage le même projet, eh bien nous avons des résultats extraordinaires comme on a pu voir. Constat partagé par les communes de la Côte Bleue comme à Saucé-les-Pins où l'été a été serein. Lorsque l'on voit sur nos manifestations nocturnes le cortège de poussettes, on se dit c'est bon, là on a gagné, on a réussi. Parce que les gens se sentent en sécurité. Pour nous c'est vraiment un baromètre quand il y a ces cortèges-là. Déployés de 7h jusqu'à 2h du matin, les militaires sont en moyenne 30 par jour à patrouiller sur le secteur. Un dispositif plus conséquent que les autres années, mais il reste des suggestions. Les gendarmes en plus qui viennent renforcer le dispositif normal sont là qu'à partir du 1er juillet jusqu'au 24 août. Nous on a mis des systèmes de régulation pour l'accès aux calanques de la mi-avril jusqu'à la mi-octobre. Peut-être qu'il faudrait un peu étendre la période de présence des fonctionnaires de la gendarmerie. Avec le succès de cette année, la préfète déléguée de police le garantit, les mêmes moyens seront déployés l'été prochain. Il est d'une part reproché aux pêcheurs contrevenants ou plutôt braconneurs car ils pêchaient hors cadre légal, tant sur les quantités que sur les jours autorisés. Par exemple, ils n'avaient le droit de pêcher que 2 kilos par jour, mercredi, samedi et dimanche. Certains pêchaient jusqu'à 200 kilos par jour. Concernant les gérants, monsieur et madame Zanon, il aurait reproché d'avoir organisé tout un système de travail en bande organisée, de travail dissimulé et de blanchiment d'argent. Enfin, il aurait aussi reproché d'avoir mis sur le marché des produits préjudiciables pour la santé. Concernant ce dernier point et pour l'expliquer, il a été mis en lumière que dans les pêches de palourdes, certaines ont été réalisées pendant une interdiction pour cause de bactéries. Les gérants avaient enfin, au moyen de textos et d'appels, mis la pression sur ces pêcheurs pour obtenir toujours plus de quantité. Il a été relevé certains textos où monsieur Zanon disait à l'un des pêcheurs « Dépêche-toi, feignasse, d'aller pêcher. Marie m'a ramené 200 kilos hier ». À côté partie civile, France Nature Environnement demande à ce que les faits ne soient pas minimisés car la pêche illégale représente le 3e trafic le plus lucratif après la drogue et les armes. Pour l'heure et au moment où je vous parle, le délibéré n'a pas été rendu et il pourrait même être remis lors d'une prochaine audience. Ma fille, elle m'a dit il y a de l'eau qui rentre par la porte. J'ai pas bien compris ce que c'était, j'ai ouvert et on avait 20 cm d'eau en 30 secondes dans la maison, les fils sur la table. Du coup, la voisine, j'ai posé les fils chez la voisine du dessus, j'ai ouvert les fenêtres pour que l'eau circule. On a dormi chez les autres voisines et là maintenant on essaye de récupérer ce qu'on peut. Vous habitez ici depuis combien de temps? Depuis un mois. Vous arrivez d'où? De l'autre bout de l'Estac. On a vu l'incendie il y a 2 mois, là j'arrive là, donc bon. Il y a 90 maisons quand même qui ont été impactées par le feu, tu vois, et puis en 2 mois en fait, hein, on a eu l'incendie du 8 juillet en fait qui a ravagé entièrement tout le jardin. Et puis sur l'autre partie du terrain, j'avais monté un cabanon dans lequel j'habitais depuis 15 ans, qui a été entièrement ravagé par l'incendie. Et puis là, depuis hier soir, en fait, on a eu des coulées de boue qui sont arrivées des collines et qui ont du coup ravagé les terrains encore une fois et envahi les vides sanitaires, tous les rez-de-chaussée du bâtiment. Ce matin, on a entendu un gros boom. Il n'est pas tombé dans la nuit, il est tombé au petit matin là
Et voilà, et ça c'était un mur qui était entre guillemets classé parce que c'est les tuiles de l'Estac, quoi, donc qui était un peu réputé. Un orage, c'est tous les mois quasiment, hein. Surtout là on rentre dans la période où ça va reprendre, et donc à mon avis ce qui s'est passé hier soir, ça va se reproduire dans peut-être 15 jours, un mois, avec la même force, avec les mêmes dégâts, hein. Et je pense que ça vaudrait le coup d'aller jeter un coup d'œil sur le canal de Marseille, parce que je pense qu'il doit être rempli de boue, quoi, et que tout passe par-dessus, quoi. Donc ça se reproduira, c'est sûr. Extrêmement chaud, le troisième le plus chaud qu'on ait jamais connu dans le sud de la France, donc c'est quand même pas rien effectivement. Et encore une fois, plus la chaleur s'accumule dans l'atmosphère et plus du coup l'humidité sera importante. On sait quand on gagne 1 degré de température, on gagne jusqu'à 10% de précipitations en plus. Donc l'été a été chaud, la mer a effectivement chauffé, et donc on a effectivement ces orages qui sont plus intenses qu'auparavant, pas forcément plus fréquents, mais qui sont beaucoup plus pluvieux il y a encore une trentaine d'années. Pour s'attendre à ce que ça se reproduise comme ça, parce qu'on a fermé les écoles le jour de la rentrée, on a annulé le Classico, on l'a reporté. Dans les prochains jours, ça va arriver de nouveau ou pas ? Donc là, les intempéries sont terminées, les averses sont en train de quitter le département. Donc on aura effectivement cette semaine un temps qui va être sec, un petit mistral de temps en temps. Températures qui vont effectivement ne plus dépasser les 23 aujourd'hui, 20 degrés seulement dans la semaine. Donc une semaine fraîche, automnale, plutôt sèche. Par contre, effectivement, l'automne n'est pas du tout terminé, il ne fait que commencer. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir de nouveau des orages assez forts fin septembre, voire en octobre. Ce serait pas étonnant en tout cas, vu la synoptique actuelle cet automne. C'est un site naturel en souffrance à 2 pas de zone Natura 2000. À la pointe de Berre, 700 mètres cubes de gravats, du béton armé, vestiges d'un passé industriel, sont en train d'être évacués. Objectif, redonner vie au rivage et restaurer un espace longtemps négligé. Christophe Borgus, sous-préfet d'Istres. Nous sommes en effet aujourd'hui sur la pointe de Berre-l'Étang pour procéder à une opération de renaturation du domaine public maritime en procédant à l'enlèvement, comme vous le voyez derrière moi, de déchets qui se sont accumulés depuis 50, 60, 70 ans. Et donc l'État a souhaité prendre ses responsabilités d'un point de vue environnemental grâce à un projet à 70 000 € pour, sur un chantier de 3 semaines, procéder à l'évacuation de ces déchets qui se sont accumulés et rendre toute sa splendeur à ce site. Les gravats ne seront pas simplement évacués, ils seront retraités et réutilisés sur des chantiers voisins. Une logique de circuit court pensée pour limiter l'impact environnemental jusqu'au bout. Florence Moison, présidente de l'entreprise Calvin Frères, en charge du chantier. On a répondu à un appel d'offres, nous, il y a quelques mois en arrière, et donc on a obtenu le marché de dépollution du site. Il y a un peu de travail, mais bon, vous voyez, avec des grosses machines et un équipement adapté, on arrive à nos fins assez rapidement. L'étang de Berre a déjà souffert, comme en 2018, à cause des rejets d'eau douce par la centrale électrique de Saint-Chamas, à l'origine d'une pollution majeure. Aujourd'hui, l'État, les industriels et les associations veulent tourner la page. À terme, les voitures seront bannies de la zone classée Seveso pour ne laisser place qu'aux piétons en accès limité. L'étang de Berre, acteur incontournable de notre paysage, sa biodiversité à la fois riche et surprenante se révèle à travers l'Atlas de la biodiversité communale. Romain Sauvant, chargé de projet à Martigues, nous explique les enjeux. L'étang, il est connu pour ces poissons déjà migrateurs comme la dorade, le loup. On a la zoostère marine, la zoostère naine qui est en train de recoloniser l'étang par des petits herbiers qui permettent la protection d'autres animaux. Et malheureusement, il est comme de partout menacé par des espèces exotiques comme le crabe bleu, qui serait bon gustativement, donc je vous invite à le pêcher, comme ça il y en aura moins. Vous l'avez goûté, vous? Moi non, je ne les mange pas, mais apparemment c'est très bon. Mais l'étang de Berre, c'est aussi un espace fragile soumis aux enjeux environnementaux. Le GIPREB, groupement en charge de la préservation de la lagune, surveille de près la qualité des eaux. Dernier exemple en date, la baignade interdite en juin suite à une suspicion de pollution à cause de l'incendie d'un site Seveso. Lina Limousin, en service civique au sein du GIPREB, participe aux actions de surveillance et de sensibilisation. Là, on a 2 pots avec les prélèvements des eaux, un qui est normal, qu'on a prélevé en temps normal, et un qu'on a prélevé sur un incident à Rognac avec l'incendie. Donc en temps normal, on fait des prélèvements pour la qualité d'eau de baignade, pour voir les bactéries, et là c'était pour voir si l'eau, si ça craignait de la laisser entre le barrage ou si on devait la garder dans le barrage à Rognac. Et là on peut voir que celui-là il est pollué, il a les petites particules, alors celui-là il est vraiment transparent.
Et en ce moment, rien à signaler. La baignade est autorisée. On peut profiter de ces derniers jours de soleil. 11 km de tuyaux vont constituer le réseau qui apportera aux bâtiments raccordés la chaleur récupérée de l'eau de mer, depuis la centrale de thalassothermie, bientôt en construction, sur l'ancien site industriel d'Azur Chimie. Sur l'ensemble du projet thalassothermie, les logements sociaux représentent 33%. Nous avons à peu près 40% de collectifs privés qui seront aussi raccordés, ce qui a permis à certaines copropriétés qui étaient au fioul ou au gaz de passer à la thalassothermie et les bâtiments communaux. Et nous espérons, le vœu pieux que nous faisons, c'est dans les 20 ans à venir, que l'ensemble de la ville soit raccordé et que tout le monde puisse se raccorder à la thalassothermie. Ce projet, appelé Synergie, associe aussi l'énergie solaire et l'utilisation de l'eau provenant du canal de Provence tout proche, dite l'eau brute, pour cette fois rafraîchir la ville. L'eau brute, c'est quelque chose de très important parce que ça permet d'économiser l'eau potable. C'est surtout 2 à 3 fois moins cher et surtout c'est que ça permet aujourd'hui d'arroser pour transformer le CO2 en oxygène. Il n'y a que les arbres qui le font et sous les arbres on gagne 4 degrés. Donc en fait quand on parle d'îlot de rafraîchissement, on recrée de la vie avec les voisins, on respire beaucoup mieux et on n'a pas besoin de rafraîchir les appartements avec des clims. Avec ce projet de 40 millions d'euros, une grande partie de la ville de Port-de-Bouc sera bientôt rafraîchie pendant l'été et chauffée dès l'hiver 2026-2027 grâce à la thalassothermie. Là, on a une dizaine de jours, entre 7 et 10 jours de différence par rapport à l'année dernière, qui était déjà une année relativement précoce. Donc là, c'est tout à fait inhabituel. On a commencé les ménages effectivement le 13 août. Donc on s'attendait à commencer un peu plus tôt, mais peut-être pas autant. Donc c'est vrai que ça a été pour tout le monde voilà, un début un petit peu dans le rush. Donc voilà, et en plus un resserrement au niveau des maturités. Donc on se retrouve avec un petit peu tous les cépages à rentrer en même temps. Et des maturités donc, qui étaient précoces, donc ça veut dire des niveaux de sucre assez élevés, mais en même temps un niveau d'acidité qui était également relativement élevé. Et ça c'est plutôt une bonne chose, ça nous permet l'acidité d'équilibrer le sucre qui va devenir de l'alcool bien sûr après fermentation. Cette année vous la voyez arriver comment ? Alors, toujours un petit peu sur la retenue quand on commence un millésime. Déjà, l'état sanitaire est parfait, donc on a un état sanitaire optimum. Les vignes n'ont pas souffert de cette canicule. Bon, nous, en Provence, on a quand même été moins impactés que dans le sud-ouest, par exemple. On a eu chaud, mais bon, pas non plus trop chaud. Il y a eu de l'eau un petit peu cet hiver, donc finalement on n'a pas un impact de la canicule trop fort et cet état sanitaire nous permet de prendre le temps et on venangera au bon moment par rapport au raisin. Il y a 3 ans, Héloïse Dio a créé l'antenne martégale du Club Poussette, une association nationale destinée à soutenir les femmes durant toute leur grossesse, ainsi que les mamans d'enfants âgés d'1 jour jusqu'à 3 ans. C'est une association qui permet de sortir de l'isolement des futures et jeunes mamans. On a beau être content d'avoir son bébé, on dit souvent c'est fantastique cette période, mais c'est aussi difficile parce que on a un bébé qui pleure, on ne sait pas pourquoi. Si on l'allaite, des fois le sein, c'est compliqué la prise au sein. Et donc finalement, ce Club Poussette est là pour recueillir un peu tous les bons conseils des mamans du coin, qui ont des enfants des fois un peu plus grands, qui vont donner des conseils, et surtout de dire vous n'êtes pas seul. Et tout ce qui vous arrive, on l'a déjà vécu, ou en tout cas on est ensemble pour le surmonter, et ça fait beaucoup de bien au moral. Sanna, elle, n'en est plus à ce stade. Cette jeune maman est plutôt à la recherche de l'association idéale pour ses 2 filles, Inès et Lana. On est venu pour trouver une activité sportive pour les enfants, en particulier de la gym et de la danse, donc on va évaluer ça en famille. Écoutez, on a trouvé plein de belles choses, beaucoup d'animations, donc ça donne envie et on est ravis. Les filles, vous ennuyez ou pas trop, ça va? Non, ça va, moi. Vous avez vu des choses qui vous intéressaient? Oui, la danse thaïlandaise. Et toi? La gym et le twirling. C'est bien fait, bien organisé, félicitations. Si vous êtes tenté, vous n'aurez que l'embarras du choix. La ville de Martigues compte en effet 900 structures associatives. On accueille environ 80 chiens et 80 chats. Vous avez aussi un accueil pour les pensions. Donc si vous partez en vacances, on peut accueillir vos chiens dans des box individuelles, on ne mélange pas les chiens. En toute sécurité. En toute sécurité, avec des professionnels pour nettoyer, pour s'en occuper. Donc vous avez 80 chiens
qui sont ici pour être adoptés. Donc on les éduque, on les sort, on les promène avec des bénévoles. D'ailleurs, j'en profite pour passer un petit message. Si vous avez des bons bras et que vous êtes un peu costaud et que vous avez envie de faire du bénévolat, je suis toujours à la recherche de personnes un peu fortes qui puissent me sortir les chiens, qui tirent un peu, qui sont un peu costauds. Vous verrez qu'on a une magnifique pinède au-dessus qui va de plan de campagne à Cabriès. Donc vous avez de quoi faire des magnifiques balades, de passer un bon moment avec des loulous quand on en a besoin. Comme ça, vous pouvez, si vous hésitez sur 2-3 chiens, on peut les balader, on peut apprendre à les connaître et que ça vous permette de faire un choix sur le chien à adopter. Depuis le début de l'année 2025, tout à l'heure, nous avons notre 100e adoptant qui est revenu nous faire un petit coucou. Et la dame était ravie. Très très ravie, c'est une très très belle adoption. Un impressionnant American Bully avec une bonne grosse tête, une grosse patoune qui était là depuis 2 ans, qui déprimait un peu, qui a trouvé le bonheur comme beaucoup de chiens ici. Et je pense que jusqu'à maintenant, on ne fait que des belles adoptions. À l'occasion du Couscous Festival à Marseille, le restaurant Le Relais 50 fait une place dans sa cuisine pour accueillir le chef Walid Ould Moussa, venu d'Alger. À la carte, un menu en 5 étapes. Alors là, on est sur une galette qui nous vient du désert algérien, de Gardaïa plus précisément. Ça s'appelle la marlouga. Et on a une farce à l'intérieur qui est faite avec de la coriandre, du piment, du ras el hanout typique de la région. Parfait. Nous travaillons des recettes avec le chef Hamza. Donc avec ma touche antique et sa touche moderne, nous avons pu faire des recettes vraiment délicieuses. Le couscous dobara, on a combiné la dobara qui est un plat de biskra de l'Est algérien, des portes du désert. Un plat protéiné. C'est un menu qui est végétarien et végétalien surtout, puisque nous n'avons que des végétaux. On a pensé à la marlouga où on retrouve de la crépine, la faire aussi à l'huile d'olive pour penser aux végétaliens. Une cuisine 100% algérienne, mais également végétarienne. Chaque plat raconte l'histoire de Hamza Deramchi, le chef du restaurant. Alors je fais une cuisine au Relais 50 très personnelle, qui raconte un peu mon histoire, mes voyages, mes souvenirs, mais aussi une cuisine engagée, bio, locale et de saison. On travaille qu'avec des producteurs locaux et on est labellisé 3 macarons écotables. Sur ce menu pour le festival, du coup, l'idée était de travailler sur cette alliance entre la modernité et le passé. On a travaillé des produits du terroir, très peu connus ou méconnus ou oubliés du terroir algérien, mais qu'on a revisité à notre sauce, justement, en apportant une touche gastronomique à ces plats-là pour les faire connaître, perdurer dans le temps surtout. Retrouvez l'intégralité du festival sur le site couscous.com. Vous pouvez également retrouver le chef Walid sur son Instagram, ritual-8DZ. 1, 2, 3, team! Cri de guerre de chaque équipe, les rouges et les jaunes, avant de commencer les épreuves ce matin à la plage. Cette année inaugurale, 17 stagiaires vont préparer le BPGEPS, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, au pôle entrepreneurial Mikado de Martigues et sur d'autres lieux, comme le précise Olivier Bals, le président du CFA du sport. Le BPGEPS, c'est de la théorie, c'est de la pratique. À Mikado, ils sont sur de la théorie et ils vont aller sur des installations sportives délivrées par la mairie de Martigues pour faire de la pratique. Et ensuite, ils ont une partie en milieu professionnel, donc dans leur structure associative, où là, ils vont encadrer des équipes. Et il y a beaucoup de jeunes à l'issue du lycée qui se cherchent et qui ont une appétence pour le sport. C'est leur ADN. Et finalement, ils sont allés souvent sur des voies par défaut. Et après, ils prennent conscience qu'ils veulent faire éducateurs sportifs, qu'ils veulent se lancer dans le sport. Et donc, c'est un moyen. Comme pour Jules, 20 ans. Moi, je sors de 2 années non brillantes en STAPS à Marseille. Donc étant pratiquant de football au FCM, je me suis dit qu'on pouvait concorder foot et études avec les éducation sportive. À 40 ans, Lamia a déjà un peu roulé sa bosse. Moi je suis à la SNCF, je suis hôtesse à bord des TGV. Ça fait plus de 15 ans que je roule et là je suis en reconversion professionnelle. C'est original comme reconversion. Oui, au moins un métier que j'aime, un domaine que j'aime. J'ai toujours pratiqué du sport et au moins faire quelque chose qu'on aime surtout. 3, 2, 1, c'est parti! Un top départ qui lance les 10 mois de formation au CFA du sport. C'est une nouvelle page qui s'écrit au quartier de Belzins. L'ancien couvent des Visitandines devient aujourd'hui le centre sportif Pape Diouf, un lieu moderne avec 3 salles dédiées au multisport, à la boxe et à la danse.
Un moment fort en émotion pour la famille de l'ancien président de l'OM. Ce qui m'a été mis en avant pour le choix du nom Pape Diouf, c'est plus le personnage qui a été par exemple agent de joueur, qui s'occupait beaucoup des jeunes, de la jeunesse, qui ne voulait pas une jeunesse perdue, qui voulait l'aider à s'en sortir par les études et par le sport, mais aussi le fait qu'il soit président de l'Olympique de Marseille, ça parle à tout le monde. Et comme il a été assez apprécié par pas mal de gens, c'est une très grande fierté. Une inauguration rythmée par des jeux, de la danse et des fresques colorées réalisées avec les habitants. Le sport devient ici un vecteur de lien social. On parle toujours parfois de Belzunce négatif, mais là ça devient un quartier maintenant, en tout cas, qui devient bien doté en équipement sportif. Je pense que ça va redonner vie et montrer une autre image du quartier. Pensé pour les habitants, ce centre sportif est aussi un symbole d'avenir pour la jeunesse de Belzunce. Quand j'étais jeune, j'étais au collège Edgar Quinet juste derrière. Et entre les pauses, on venait ici jouer au stade là. Aujourd'hui, de voir qu'il a été refait, qu'il a le nom aussi du grand Pape Diouf, c'est vraiment très très beau. Et j'espère que ça servira beaucoup à la jeunesse de Marseille et du 3e arrondissement. Avec le centre sportif Pape Diouf, Marseille rend hommage à une figure qui a marqué la ville et offre à sa jeunesse un nouvel espace pour écrire son histoire. Je vous remercie à tous. Si les blocages du jour ont empêché quelques supporters d'être présents, Benjamin Pavard a tout de même reçu un bel accueil à son arrivée à Marseille aujourd'hui. Une recrue qui va renforcer le secteur défensif fragile de l'OM en apportant toute son expérience, ce qui ravit les supporters. On avait besoin d'un homme d'expérience et je pense que c'est l'homme en question. Il a finaliste l'année dernière, titulaire indiscutable au Bayern. Je pense qu'à Marseille, il va faire largement du bien et tous les supporters l'attendent, quoi. Après avoir signé quelques autographes et fait quelques photos, l'ancien interiste a expliqué avoir hâte de découvrir le Vélodrome sous le maillot olympien. Ça tombe bien, l'OM reçoit Lorient vendredi et Pavard sera de la partie. Très fier de rejoindre l'Olympique de Marseille, un club aussi prestigieux. J'ai hâte déjà d'être vendredi au Vélodrome et de sentir la ferveur des supporters. Très heureux de rejoindre le groupe. Il y a un groupe de qualité. J'espère qu'on va faire de belles choses tous ensemble. Il y a un match important vendredi à gagner. Après, on aura le temps de se projeter sur la Ligue des Champions. 2800 partants ce dimanche à Carreau et 2800 sourires à l'arrivée sur le port de Carry, même si certains sans doute serrent plutôt les dents lorsqu'ils passent la ligne. Mais heureusement, quelques mètres plus loin, c'est le ravitaillement et une tonne de bonne humeur derrière les stands. On remercie toujours les bénévoles et comme je leur ai dit que sans eux, rien ne serait possible. Claudine Gary, présidente de Carry 5, le club organisateur. C'est cet esprit chaleureux, c'est familial, c'est tendre la main aux coureurs, c'est être présent pour eux, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il faut le vivre, il faut vraiment le vivre. Et cela tombe bien car Caro Carry n'est pas concerné par la pénurie de bonne volonté qui menace certaines épreuves. Au contraire, nous dit Michel Dercasparian, l'une des responsables de la course. Un grand nombre de coureurs viennent pour la convivialité, pour la sympathie de tous les bénévoles. Et on compte sur eux et nous avons quand même de plus en plus de bénévoles qui viennent se manifester, qui veulent participer avec nous et ça nous fait chaud au cœur. Voilà qui promet encore de belles éditions à la fameuse course du bord de mer. Un conseil cependant pour être sûr d'y participer l'an prochain, inscrivez-vous longtemps à l'avance. La journée commence mal pour Laurent qui a beau tirer sur les ficelles, son cerf-volant reste accroché à un lampadaire. C'est tombé dans le poteau, donc voilà, faut attendre. Le cerf-volant, il est perdu. Il faut dire que les conditions de ce dimanche pourraient être meilleures, confirme Dominique de Toulouse. Il faudrait un vent plus régulier. Et là, comme on a un vent qui vient de la terre, avec les immeubles, ça a beaucoup de turbulences au ras du sol, donc c'est compliqué. Tout le monde pense ça, en fait, il suffit qu'il y ait du vent pour que ça vole, mais non. Pas de quoi décourager Claude, venu avec enfants et petits-enfants. On va essayer de faire voler un train qui m'a été donné il y a très longtemps, qui vient du Costa Rica. Un train ? Un train de cerfs-volants, il y en a 50. Les cerfs-volants sont liés entre eux. Et on lance le premier, le second, le troisième, le quatrième, ça fait un train.
Mission réussie pour Claude, et ce n'est pas la seule, puisque les grandes structures sont aussi au rendez-vous. Baleines, pieuvres, personnages, de quoi enchanter les promeneurs petits et grands, comme Marion. C'est pour l'émerveillement de voir des choses flotter dans l'air et puis de trouver tous les systèmes ingénieux qui ont été inventés pour que ça marche, quoi. On redevient un peu tous des enfants en même temps, quoi. La fête du vent, c'est aussi un espace d'instruments insolites, voire extravagants. Des instruments à vent, bien sûr. Encore que. Festival pluvieux, festival heureux. La 6e édition C'est ma rue a rassemblé pas moins de 400 personnes ce samedi à Port-de-Bouc pour un marathon découverte des arts de rue à travers plusieurs lieux de la ville où 5 spectacles ont eu lieu. On écoute la directrice du Sémaphore, Laurence Cabrol. Exactement, du coup on fait tout un parcours, on enchaîne en général 5 ou 6 spectacles selon les années et il y a plutôt des grandes formes visuelles, souvent du cirque, souvent du théâtre gestuel, souvent du théâtre, souvent ça finit avec une proposition musicale. Et pas mal d'agrès assez imposants. Il y en a pour tous les goûts, de quoi permettre au théâtre de faire sa rentrée dans la rue au plus près de son public. C'est ce qui plaît à Véronique qui revient chaque année avec ses amis. Il y a une relation particulière avec le public. Il y a des émotions qui passent parce que les regards sont prêts, parce que les corps sont prêts. Ça permet de ressentir des choses qu'on ressentirait peut-être pas dans une salle de 600 personnes quand on est loin dans le noir et que la scène est allumée. Une proximité qui permet d'aller plus loin car derrière tout le côté performance et spectaculaire des arts de rue, il y a l'objectif de faire voir le monde autrement au public. Exemple avec l'artiste Arthur Sidorov de la compagnie Le Fauve. C'est le but de se dire qu'on peut se divertir tout en essayant aussi d'aller gratter un tout petit peu plus loin, d'aller chercher des choses un peu profondes et puis passer un moment ensemble aussi. Et de le vivre comme une sorte de cérémonie un peu profane, quoi. La 6e édition du festival aura, malgré le ciel couvert, mis des étoiles dans les yeux des spectateurs. Et donc vous allez gratter tout doucement pour décoller la terre et vous allez à chaque fois brosser. Vous voyez, c'est pas compliqué et là c'est presque propre. Les consignes sont données, voilà les enfants qui grattent, qui examinent le sol à la recherche de nouvelles traces et très vite, les premières découvertes s'enchaînent. Belle découverte en équipe d'une nouvelle empreinte sur cette 3e piste, bravo. Donc... Attendez, moi je veux savoir comment est-ce qu'on se sent là. Ah, trop bien. Ah, trop bien. L'adrénaline. Tu t'attends pas à ça. Et après, tu te dis, ça en est une. Hein, Et du coup, on continue de chercher pour en découvrir d'autres. On est content, ça réjouit. Dis-moi, t'as tout d'un professionnel, toi ? Oui, merci. Il faut dire que ce site est extrêmement intéressant car il s'agit des premières empreintes de cette époque du Crétacé découvertes en France. Thierry Tortosa est paléontologue. Alors historiquement, ce sont les premières empreintes de cette époque qui date du Crétacé en France, donc c'est une portée, ça fait 30 ans qu'on cherche des empreintes dans le Crétacé chez nous, on avait des ossements, on avait des œufs, mais il nous manquait les empreintes, donc ça c'est une grande première. Et ensuite, d'un point de vue scientifique, ce sont les secondes au monde qui ont cet âge, et les premières potentiellement attribuables à des dinosaures qu'on connaît sous le nom de Rhabdodon, qui n'avaient jamais laissé d'empreintes nulle part ailleurs. Et dès la semaine prochaine, plusieurs scientifiques étrangers vont venir sur ce site de la forêt de Gréasque pour étudier ces empreintes presque uniques au monde. La base aérienne d'Istres est un site stratégique pour l'armée de l'air et de l'espace. Elle a une double vocation, cette base, et c'est peut-être la seule sur toutes les bases que l'on a en France, en métropole et en Outre-mer, c'est qu'elle a cette double entité, aussi bien technique aéronautique civile que technique militaire. Pascal Jacques a rejoint la base en 2006. La base, elle a été le témoin de toute l'évolution de l'aviation en général et puis de tous les aéronefs qui ont pu passer au cours des missions diverses et variées, ou alors simplement comme base de projection. C'est-à-dire ils venaient ravitailler et puis ils partaient faire leur mission. Présentateur officiel des lieux, il guide les visiteurs à travers l'histoire de ce site exceptionnel qu'il connaît dans les moindres détails.
Cette base n'est pas ouverte au public, sauf que dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, on ouvre donc tout à fait, c'est vraiment une exclusivité sur le week-end, donc qui va arriver, celui du 21-22. Et donc là, les gens vont découvrir cette base. Dans les années 90, la NASA l'identifie comme site de secours potentiel pour ses navettes spatiales. Mais l'histoire la plus marquante reste peut-être celle de 1944. C'est ici que les restes de l'avion d'Antoine de Saint-Exupéry, disparu lors d'un vol de reconnaissance, ont été réceptionnés. C'est l'avion de Saint-Exupéry qui était un P-38 de reconnaissance photo. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est fait abattre, parce qu'il n'avait aucun armement fixe à bord, il n'avait que des caméras. Il est rapatrié ici avec une petite cérémonie. Et puis après ils sont partis sur le Bourget, le musée du Bourget. Des événements qui témoignent du rôle stratégique et symbolique de cette base dans l'histoire de l'aviation. Mais c'est vrai que le Méhari Club, ça fait très esprit associatif. On est passionné, certes, de véhicules de chevaux et Méhari, mais on les fabrique et on les reconstruit ici à Cassis. Donc c'est très important pour nous d'avoir cette image de PME régionale emblématique. En un mot, je dirais surprenant. Moi, ce que j'en retire, c'est ce savoir-faire français qu'il faudrait protéger, conserver. Moi, j'ai trouvé que c'était très impressionnant parce qu'en fait, on retrouve à peu près tous les métiers qu'on peut trouver dans la mairie, entre le ferrage, la sellerie, la mécanique, la boîte de vitesse, tout ce qu'on peut trouver, quasiment 100% refaire une voiture neuve. Je pensais pas que c'était possible. Je ne savais pas à quoi m'attendre et finalement j'en sors conquis. J'ai vu un constructeur automobile, c'est un peu une galerie d'art également. Et que la 2 chevaux, la Méhari, représente bien ce côté ingénierie et ce côté passionnel des Français. À recommander. À recommander, à faire et à refaire. Eh bien, si j'avais su ça, je n'aurais pas vendu ma 2 chevaux il y a 40-50 ans en arrière. Voilà. Est-ce que vous êtes satisfaite de vos visiteurs du jour? Ah, mais surtout aussi adorables les uns que les autres. Hein. Les compliments sont réciproques, visiblement. Hein, tout le monde est content, on applaudit Catherine.